commencer par vous, Président Matomba, pour ouvrir le débat autour de cette actualité. Le président Alassane Dramane Ouattara qui fait donc marche arrière, comme on le dit, on le sait, en ce qui concerne l'intervention militaire de la CEDEAO du côté du Niger. On rappelle simplement pour noter les spectateurs que c'était donc en fin juillet, suite au coup de force à Niamey, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques contre le Niger et a menacé d'intervenir militairement si l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli. À la mi-août, une réunion des chefs d'état-major des membres du bloc a été tenue du côté d'Accra, c'est au Ghana. La CEDEAO a dit être prête à intervenir dès que les dirigeants des pays ouest-africains en donneraient l'ordre. Alors, le président Ouattara, président Matomba, fait marche arrière alors qu'il était... on peut dire comme ça, en tête de file, hein, justement, en ce qui concerne cette intervention militaire. Est-ce que vous comprenez sa décision aujourd'hui? Ben, sa décision est justifiée, Madame Siké, sauf oui. que c'est une décision qui n'en est pas une, puisqu'il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix, il ne pouvait pas avoir intervention militaire. Il faut peut-être que je rappelle deux aspects. Allez-y. Vous savez, quand il y a coup de force au Niger, le sommet Russie-Afrique se tient à Saint-Pétersbourg. Oui. La plupart des dirigeants y sont. Ouattara n'y est pas. Et vous savez pourquoi? Il n'y est pas parce que, évidemment, il faut faire plaisir à la France et répondre à ce maître-là qui a essayé, n'est-ce pas, d'empêcher plusieurs autres dirigeants de s'y rendre. Sauf que, dans la foulée, pendant que le sommet se tient, il y a un coup de force au Niger, un sommet extraordinaire de la CEDEAO est convoqué d'urgence à Abuja. Oui. Les dirigeants... Accra? À Abuja, je crois, Abuja. Okay. Je crois Abuja, oui, c'était Abuja. Les dirigeants, tout de suite, à la fin, c'était pratiquement la fin du sommet, oui. de la CEDEAO se sont retrouvés à Abuja et ont donné un délai de 7 jours, n'est-ce pas, aux militaires, aux nouvelles autorités nigériennes. Oui. Nous avons ri, nous avons commenté en disant, ça c'est une erreur que la CEDEAO fait. Elle essaye, n'est-ce pas, de se décrédibiliser. Et on a insisté là-dessus parce que les 7 jours passeront et la CEDEAO ne fera rien. Les 7 jours sont passés et on a eu un chef de guerre qui n'était ni le président en exercice de la CEDEAO, ni le président de la commission de la CEDEAO, encore moins, n'est-ce pas, un mandataire qui était... Oui. Le président Ouattara qui s'est levé pour dire nous allons militairement attaquer le Niger et nous nous préparons. Là encore nous avons ri parce que Madame Siké, vous savez, les temps sont révolus. Quand le combat panafricaniste aujourd'hui n'est que victorieux. Il faut voir aujourd'hui, ça bouge dans toutes les chancelleries en Occident. Comment faire pour arrêter ces gens? Est-ce qu'il faut qu'on fabrique de nouveaux panafricanistes pour décrédibiliser ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il faut, on a essayé par des guerres, ça ne marche pas, ouais. Ils ont résisté, on les a même appauvris, ils ont résisté, on a tout coupé, ils ont résisté, et aujourd'hui c'est leur discours qui est écouté. Pour preuve, ouais. Les autorités sont obligées de suivre ces chemins. Alors vous avez donc le chef de guerre qui dit, on va en guerre. Il dit, je prépare mes troupes, on va. Vous savez, ça fait tellement rigoler parce que il voulait aussi aller en guerre au Mali. Heureusement pour lui, il y avait un monsieur qui s'appelle Fort Yassine. La médiation de monsieur qui, Yassine, lui, s'est levé et qui était écouté de ce côté-là. Parce que, quand je dis bien heureusement, pourquoi? Parce que s'il allait en guerre, je ne vous fais pas dire ce qu'il allait, n'est-ce pas, recevoir comme bataille, comme bastonnade. Et là, il devait comprendre qu'il a en face de lui une armée, les Fama, qui sont prêts à défendre leur intégrité et leur territoire. Maintenant, il se rabat vers le Niger, mais là encore, on sait que ce n'est pas lui. Pourquoi il ne va pas en Russie? Parce qu'en fait, il faut plaire au maître. Pourquoi c'est lui qui déclare la guerre? Parce qu'il faut plaire au maître. Il faut que le maître comprenne que l'élève est en action. L'élève est en train de défendre ses intérêts. Vous avez vu il y a quelques jours, il a dit il a décidé qu'il va, il a encore déclaré qu'il va rétablir
Oui, France 24 et RFI dans ces différents pays, Madame oui. Seke, combien de médias panafricanistes il existe en Afrique? Vous avez déjà entendu que le président Ouattara soutient un seul média ou alors travaille pour la propension de ce type de médias? Quand un chef d'État africain se lève, fait une déclaration, une affirmation selon laquelle il va rétablir, tiens, il va faire quoi? Il va poser un nouveau satellite sur le Niger, le Burkina et autres, ou alors il va donner, il va intimer l'ordre n'est-ce pas, aux agences de communication de ces différents pays de rétablir France 24 et RFI. Donc, vous voyez que, en fait, quand vous l'écoutez, il ne faut pas le plaindre. Parce que si vous le plaignez, ça veut dire que vous ne le comprenez pas. Parce qu'en réalité, il fait des déclarations qu'il sait qu'il ne peut pas tenir. Il fait des déclarations pour faire plaisir à son maître et dit, je suis toujours de ton côté, ne me lâche pas. Parce qu'en réalité, oui, dans le fond, il y a quelque chose en dessous. Ne voyez jamais un chef d'État, et ça je vous le dis, oui, prendre ce type de posture si pour lui, il n'y a pas une contrepartie. Parce qu'en réalité, dans le fond, en Côte d'Ivoire, il se passe des choses. Il ne faut pas vous réjouir de la construction des ponts et autres. C'est une très bonne chose, la construction des infrastructures pour une meilleure flexibilité, la meilleure vie. Non, c'est très bien. Sauf qu'allons savoir si la plupart des Ivoiriens partagent la politique de M. Ouattara. Bon, vous allez dire, dans tous les pays, il y a toujours des opposants. Tout à fait. Ça, c'est clair. Mais alors, la crainte de voir le peuple ivoirien se lever contre lui fait en sorte qu'il est prêt aujourd'hui et demain à tout donner à la France, à plaire à la France, quitte à ce qu'il sache même lui-même personnellement qu'il ne pourra pas tenir. Madame Seke, quand vous dites que vous allez aller rétablir un média dans un pays, ça veut dire qu'en fait, vous ne comprenez même pas que ce pays est souverain. Vous ne le comprenez pas. Quand vous dites que vous allez déclarer la guerre, et aujourd'hui, il dit qu'il va prioriser la voie diplomatique. Oui. Il n'a pas de choix, Madame Seke. Parce qu'en réalité, les panafricanistes ont eu victoire. Tous les panafricanistes sont montés au créneau pour dire non à cette guerre qui était préparée, alimentée par la France. Parce qu'il faut le dire. Parce que parfois, vous savez, le mal des hommes politiques africains, c'est qu'ils ont souvent, particulièrement francophones, ils croient souvent que c'est la France qui viendra les mettre au pouvoir dans les différents pays. C'est pour cette raison qu'il faut trouver des beaux mots, encadrer ceci, dire cela. Non, la France, il faut éviter la France parce que si la France se fâche contre vous, vous n'allez jamais devenir président dans votre pays. C'est des histoires, Madame Seke. C'est le peuple qui vote. Et aujourd'hui, les peuples africains sont beaucoup plus conscients qu'hier. Ouais. Ils ont pris la mesure de la chose aujourd'hui. Donc les peuples aujourd'hui savent que si hier les dirigeants étaient mis par la France, demain les dirigeants seront le fruit de leur volonté. Donc quand vous avez des dirigeants encore qui se disent nous allons tout faire pour faire plaisir à la France. Écoutez, ça veut tout simplement dire que ces dirigeants n'ont pas compris. Insultent leur peuple. Parce qu'à la limite, allez chercher, même si vous êtes élu président, allez demander à votre peuple s'ils sont d'accord que vous partez en guerre. Et le peuple est représenté par des parlementaires. Tout à fait. C'est pour cette raison que cette assemblée-là, ces assemblées-là existent. C'est une représentation du peuple qui parle par les députés. Bien quand les députés sont acquis généralement à la cause du chef de l'État, parfois ils ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets. Donc, vous allez voir que là, vous avez le chef de guerre qui dit « je pars en guerre ». Il voit qu'il n'y a aucune voie de réussite pour la guerre, aucune voie, ça va se solder par des échecs. Il y a un mouvement populaire africain qui s'est levé, qui a pris fait et cause pour les autorités, pour le peuple nigérien, et il dit « je vais prioriser la voie diplomatique ». Il va parler avec qui au juste? Est-ce qu'aujourd'hui, il est audible? Ouais. Est-ce qu'on peut écouter sa voix de ce côté-là? Non. Vous voyez que le Togo a su se démarquer depuis toujours. C'est pour cette raison que le Togo est même sollicité, même quand ils ne le veulent pas. Ils sont appelés à jouer les médiateurs. Pas forcément parce qu'ils ont engagé une négociation préalable.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Algérie. Oui. Petite balle de ping-pong et autres. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que un dirigeant, et puis il faut le savoir, c'est quelqu'un qui a la mesure. Il ne dit pas tout. Il ne parle pas trop. Il a de la réserve. Parce que sa parole est sacrée. Quand vous avez fini de dire on va en guerre, vous n'allez pas en guerre. Qui va vous respecter demain? Quand vous dites maintenant on va négocier, on va par voie diplomatique, attendez voir. Vous n'avez même pas de choix. Et puis qui va vous écouter? Quand vous avez pris des sanctions contre un peuple, Madame Siké, oui, nous l'avons dit, les sanctions généralement se prennent quand vous voulez bien les prendre. Les sanctions sont ciblées. Mais vous avez décidé que vous allez tuer tout un peuple. Parce que les sanctions ont été prises contre le peuple nigérien. Et c'est à ce peuple-là, c'est avec ce peuple-là que vous allez aller négocier demain. Ou alors avec les dirigeants de ce peuple-là, avec qui vous êtes entré dans une brouille qui ne dit pas de nom. Je crois que les dirigeants aujourd'hui doivent avoir la mesure, Madame Siké, oui, hein, de la chose et savoir quoi dire, et savoir et quand faire. Monsieur Ouattara, je dis bien, il ne faut pas le plaindre. Il n'avait juste pas le choix. Il faut qu'il trouve une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est allons vers la voie diplomatique. Sauf que il ne saurait être le médiateur dans ce type de crise. Merci à vous, Président Matomba. Le président Ouattara n'avait pas le choix. Passion parfendum. On nous dit d'ailleurs que les chefs d'état-major ont fait part au président ivoirien de la sensibilité d'une telle opération. Alors, ce qui relève une fois de plus la dangerosité de cette opération dans la sous-région, si jamais elle avait eu lieu. Les alertes avaient d'ailleurs été données ici sur ce plateau. Je remercie le rappel fort à propos de l'histoire récente et des attitudes récentes du président de Ouattara dans cette crise qui a failli embarquer tout notre continent dans une guerre dont nous n'avons pas besoin. Mais le président Matomba a fait une chute par quelque chose d'essentiel. Ouattara veut tout faire pour plaire à la France. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si Ouattara veut tout faire pour plaire à la France, nous pouvons conclure que peut-être c'est parce que Ouattara n'est plus du tout dans des bonnes grâces de la France. Parce qu'il a beaucoup promis, il a été incapable de réaliser. C'est là où le président Matomba vous dit la parole d'un président de la République est sacrée. Il ne dit pas n'importe quoi. Parce que quand vous le dites et vous ne réalisez pas, il y a un hiatus qui se crée du point de vue de la noblesse de votre parole. Et les gens commencent à la limite à douter de vous, le plus violent, à vous prendre pour un guignol. Et finalement, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Selon des sources généralement bien informées, où je me suis abreuvé avant de venir sur votre plateau, premièrement, la Côte d'Ivoire a renforcé, n'est-ce pas, sa présence militaire à la frontière avec les pays au nord, donc avec le Burkina, le Mali. Deuxièmement, pendant l'opération qui devait conduire à l'extradition, à l'exfiltration de Bazoum, hors de sa prison dorée au palais présidentiel de Niamey, le deuxième poste où Bazoum devait se retrouver était encadré par des éléments de la force spéciale de certains pays, dont la Côte d'Ivoire. Ces éléments auraient été tous neutralisés. Je dis bien tous. Troisièmement, vous avez remarqué que Mme Colonna ne s'est pas rendue à Abidjan seulement, mais elle a beaucoup passé du temps à Abuja pour rencontrer le président Tinubu, qui est président de la CEDEAO en et faire l'évaluation, n'est-ce pas, de cette opération de la CEDEAO, France, pour détruire le Niger. Mais avant cette visite, le président Tinubu avait reçu la visite d'un émissaire du président Tebboune de l'Algérie, et qui lui a dit, attention, il y a une pique qui va arriver bientôt chez toi, il faut leur dire de rentrer en France. Je connais bien les manigances et la babousie française mieux que vous.
ils veulent s'aimer le chaos en Afrique. Nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, pourquoi Ouattara n'est plus la personne, le messie dominici de la France dans ce conflit aujourd'hui? On a bien compris qu'il n'a pas le poids nécessaire pour implémenter quoi que ce soit. On veut donc se rabattre sur le géant nigérian. On veut donc se rabattre sur le président Tinubu pour essayer de contraindre justement ce qu'ils appellent les juntes militaires au pouvoir, au Burkina, au Mali et au Niger, d'opter pour, n'est-ce pas, l'option des négociations, diplomatiques des négociations. Et c'est là où l'acteur, un acteur que nous avons jugé durement, je crois hier sur votre plateau, qui est le Togo, Monsieur Yassimbe, oui. Monsieur Yassimbe commence à être intéressant. Il est intéressant parce que lui, il a les faveurs, ok, n'est-ce pas, des signataires de l'accord de Diptako Gourma, oui. Comment va-t-il se positionner dans ce jeu qui a en fait, parce que je vous ai dit qu'officiellement, le bras de fer, la France l'a perdu, elle actionne le plan B. Quel va être le rôle du Togo dans ce nouveau plan B? Sachant qu'il a également des liens privilégiés aussi avec ce partenaire occidental, la France. Bon, je n'ai pas voulu en parler, j'en ai assez parlé hier. Mais c'est pour vous dire que le président Matomba qui est en face de moi, qui est un homme politique, il sait très bien que les arcanes de ce jeu diplomatico-politique, quand ils se mettent en branle, ils sont faits de beaucoup de surprises. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Ouattara a perdu la main. Okay. Il a perdu la main parce qu'il n'écoute même pas les conseils. Quand vous voyez les dernières élections, n'est-ce pas, qui se sont passées en Côte d'Ivoire, et sa prétention à tout rafler, qui met en difficulté ses parrains français. Parce que quand ils viennent avec un obstacle comme celui-là, au niveau de l'Union européenne, on dit, mais quand même, ils sont sérieux. Mais c'est plus une démocratie. C'est des scores staliniens, comme on disait. Ça dénote tout simplement qu'en réalité, l'élection n'a été ni juste, ni libre, ni transparente, ni crédible. Donc nous sommes dans une tentation totalitaire qui ne dit pas son nom, malgré toutes les couvertures qu'on a eu à faire de M. Ouattara. Aujourd'hui, il n'est plus comme l'homme dont la France a besoin, la France peut utiliser pour essayer de rentrer en contact dans cette phase B de la guerre qui nous pose avec l'Afrique, dans cette sous-région-là. Progressivement, vous allez voir qu'il va commencer à être écarté des arcanes de négociation, les négociations les plus importantes. Et cela dénote de quelque chose de dramatique pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas être au service des gens qui oppriment votre peuple éternellement. Parce que ces gens-là, et c'est là où Ouattara a un problème avec l'histoire. S'il avait une mémoire historique, il aurait bien pu comprendre que pour la France, l'individu Ouattara, il s'en fout à la limite. Ce qui est intéressant et qui les intéresse, ce sont les intérêts. Sinon, qu'est-ce que Ouattara va donner à la France que Bongo n'a pas donné à la France? Qu'est-ce que Ouattara donne à la France que Mobutu n'a pas donné à la France? Etc. etc. Mais la France, pour la défense de ses intérêts, n'a pas hésité une seule seconde à fermer ses portes pour empêcher ses serviteurs loyaux de venir, même à la dernière minute, se soigner chez eux. C'est vous dire le type d'individu à qui nous avons affaire. Ouattara ne le comprend pas. Il a chez lui actuellement de Beau Blaise, qui était aussi l'un des hommes les puissants sur le plan militaire de la France, mais même lui, il n'a pas accès aujourd'hui, n'est-ce pas, à Paris pour pouvoir aller se soigner parce qu'il est très malade. Tout à fait. Aujourd'hui, il se contente d'aller au Maroc parce que bon, on ne peut pas faire autrement. Donc je crois que tout ce que le président Matomba a développé, c'est ça la vérité. Nous sommes dans le vrai à ce niveau. J'ajoute tout simplement que la raison profonde, c'est que Paris a compris que Ouattara n'a plus le pouvoir, donc il prétend, n'est-ce pas, avoir, pour contraindre des pays qu'il avait voués à la mort avec ses décisions va-t-en-guerre, parce que c'était vraiment le bout en train de il faut la guerre, il faut la guerre, il faut la guerre, il faut la guerre. Et ces gens-là savent pertinemment, au-delà des dirigeants, des hégémons de ces trois pays, les peuples, et du Burkina, et du Mali, et du Niger, voient en Ouattara le démon
par excellence. Ils ne pourront donc pas accepter parce qu'aujourd'hui, et là le président Matomba aussi revenait dessus, nos présidents ne sont plus aussi libres qu'il était avant. Hein. Ils doivent aussi composer avec les opinions de leur propre, peuple. De la population. Et je vois mal comment des Maliens vont accepter qu'on laisse M. Ouattara jouer un rôle de go-between entre le Mali et la France aujourd'hui. Ils vont dire à Assimi Goïta, monsieur, c'est pas pour ça qu'on vous laisse tranquille là. Donc il faut faire attention. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est en bout de course. Il a un bout de rouleau, au bout du rouleau. Il a déployé tout ce qu'il avait comme initiative de surenchère pour continuer à être au sommet, n'est-ce pas, de cette construction france-africaine, ouais. Et être comme le serviteur le plus loyal de la France-Afrique et des impérialistes en Afrique. Une chose, c'est cette volonté. Une autre chose, c'est la possibilité qu'il n'a plus aujourd'hui parce qu'il est complètement disqualifié au vu des dynamiques nouvelles qui traversent cette région-là. Merci à vous également, patient Parfendant, président Matomba. Alors, l'on le sait déjà, les autres États n'avaient jamais vraiment mobilisé, on parle des autres États de la CEDEAO, ils n'avaient jamais vraiment mobilisé leurs troupes. Même le Nigeria a reculé avec M. Tinubu qui est sorti, vous l'avez d'ailleurs rappelé, après quelques heures seulement après ce coup de force pour menacer les nouvelles autorités. Même le Nigeria n'a pas pris les devants. Rien à dire alors en ce qui concerne les autres États de la sous-région. D'après les informations, effectivement, les troupes n'ont pas été mobilisées pour la plupart de ces États. Alors, c'est la Côte d'Ivoire qui semblait être réellement engagée. Aujourd'hui, quel recul cette Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on doit penser de manière générale à l'abandon définitif de l'intervention militaire, finalement, de la CEDEAO au Niger? Madame Siké, il n'y aura pas d'intervention militaire. Avec le recul de la Côte d'Ivoire, c'est avec ou sans recul? Non, il n'y aura pas d'intervention. Nous l'avons dit depuis le départ. Nous l'avons dit. Nous ne sommes pas des prophètes. Oui. Nous analysons à partir des forces et des faiblesses de nos différents pays. Ouais. Vous savez, il y a une chose que les Français ont souvent donné à nos dirigeants et dit à nos dirigeants. On a le renseignement. Oui. Et on vous donne le renseignement. Avec le renseignement que nous avons, aucun pays ne peut vous atteindre, aucun opposant ne peut vous atteindre. Donc, et on vous protège. Sauf que, Madame Siké, le n'a pas marché pour combattre les terroristes de Boko Haram. Il a fallu que Idriss Déby, Paul Biya se mettent ensemble et disent que nous allons aller chasser ces gars-là. Et puis on a vu le recul de Boko Haram dans les frontières, n'est-ce pas, nord du Cameroun. Il a fallu qu'au Nigeria, le président Buhari, vous avez vu Buhari, arrive au pouvoir parce que la crise Boko Haram s'amplifie. Et on dit non, cet homme, on l'a connu, c'était un homme qui avait un bras de fer. Il va certainement faire reculer cette histoire. Il a essayé à son niveau. Mais le renseignement là, qu'ils ont toujours donné, curieusement, n'a pas fonctionné. Sauf que les chefs d'État d'hier, lorsque vous écoutez quelqu'un comme Tshisekedi, le président de la RDC, oui. Mais il est d'une violence pas possible contre ces impérialistes. Parce qu'en réalité, il ne fait pas partie de l'ancien logiciel à qui on pouvait dire, on va te donner le renseignement, reste tranquille et on va t'aider à contenir les rebelles. Il a vu comment on contient les rebelles dans le RDC depuis 20 ans. Non. Depuis 20 ans, il voit comment on contient les rebelles. Les rebelles ne font que progresser, ne font que gagner des territoires. Assimi Goïta a vu comment on aide avec le renseignement et comment on contient les terroristes. Les terroristes ne faisaient que progresser et gagner du territoire. Le professeur Faustin Akash Touadéra a vu comment on donne le renseignement et on aide à sécuriser le territoire, mais les terroristes ne faisaient que progresser. Au Burkina Faso, pareil. Au Niger, pareil, et dans d'autres pays. Mais vous pensez qu'après ces constats-là, qui sont ces chefs d'État qui peuvent encore croire que
avec le renseignement français, ils peuvent réussir à maîtriser leur pays ou à défendre même leur pays. Il n'y a que ceux qui sont liés, complètement liés, qui n'ont aucune porte de sortie que la France. Parce qu'en réalité, il ne faut pas perdre de vue une chose. Certains d'entre nos chefs d'État ont déjà leur retraite assurée en France. D'ailleurs, vous voyez que pour la plupart, quand ils vont en retraite, et quand vous voyez certains, leur prise de position vous disent clairement où est-ce qu'ils vont aller par la suite. Parce qu'en fait, ils n'ont pas pu cultiver l'amour avec leur propre peuple. Madame Sike, ne vous fiez jamais aux résultats sortis des urnes avec ces gens qui sont imposés par la France. Vous avez vu au Gabon, Bongo a dit qu'il a gagné. Bon, on ne peut pas dire qu'il était imposé par la France, mais il a dit qu'il a gagné. Dès qu'il a prononcé les résultats à 3 h, à 4 h, on a dit, monsieur, tu n'as pas gagné, tu pars. Quand le président tunisien partait, vous savez à combien il avait gagné les élections? Faites très attention. La plupart des présidents qui partent là, c'est après avoir eu des scores soviétiques. Hein. Comparé. Des scores soviétiques, c'est-à-dire quand on montre, on présente aux yeux du monde que la population les aime, voilà les scores 92%, 90%, 80, ceci. Quelques jours après, le même peuple qui t'a élu, c'est le même qui sort et dit, hey, pas. Parce qu'en réalité, il t'a pas élu. Donc, ce renseignement dont ne fonctionne pas depuis, et certains commencent à comprendre et prennent la mesure. Vous avez donc la Côte d'Ivoire qui est comme, qui pour les Français est comme le pilier de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez le président qui aurait garanti à la France qu'il a la même sur tous les autres pays, dont il peut rassembler tous les autres pays. Son aura va lui permettre de rassembler les autres pays. C'est pour cela qu'il est devenu porte-parole de la CEDEAO, sans mandat. Parce qu'en réalité, ben, la CEDEAO aurait au moins commis un communiqué pour dire que voilà, vous êtes notre porte-parole, mais vous avez vu qu'il est devenu porte-parole parce qu'en fait, il connaît la position qu'il occupe et dont la France considère. C'est pour cette raison que vous voyez ces positions aujourd'hui, en réalité, cachent tout simplement la retraite de demain. Parce qu'il est conscient que les peuples ivoiriens même ne sont pas d'accord avec ses positions. Il est conscient. Il y a une guerre en Palestine là, Madame Sike. Vous avez entendu combien de chefs d'État africains se prononcer pour ce qui se passe contre le peuple palestinien? Ils sont très peu. Oui, très peu. Et vous savez pourquoi? Il ne faut pas prendre une position qui va énerver la France ou énerver Israël. Il ne faut pas. Ils sont très peu qui ont pris position et qui ont dit arrêtez le massacre. Combien se sont levés et ont essayé de discuter avec la Russie sur ce qui se passe en Ukraine. Donc vous allez comprendre à partir de là qu'il y a des données aujourd'hui qui montrent que certains en fait ne servent pas les peuples africains, mais servent tout simplement ceux qui les ont mis au pouvoir. Oui. Parce qu'il y a ça. La porte par laquelle tu entres, il faut toujours la maintenir ouverte. Parce que si elle se ferme, vous avez tout de suite les problèmes. Et sa durabilité, sa durée, si vous voulez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.